La vie est toujours difficile, malgré de nombreux privilèges, c'est parce que les transactions Bitcoin ne sont pas privées. Ils ont l'historique de votre vie. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la traduction d'une intervention du lanceur d'alerte Edward Snowden, diffusée le 27 juillet dernier à la conférence Bitcoin de Nashville, au Tennessee. Snowden invite ses auditeurs à modérer leur enthousiasme quant aux déclarations du candidat et ancien président Donald Trump. Le lanceur d'alerte nous fait aussi part de ses craintes quant à l'usage de l'intelligence artificielle par les agences de renseignement qui sont probablement en train d'entraîner de larges modèles de langage en ce moment même. Selon Snowden, une société mondiale de surveillance se construit petit à petit sous nos yeux. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de son intervention en commentaire. Sans plus attendre, voici Edward Snowden. Les changements au cours des quelques mois passés ont été remarquables. La dernière fois que je me suis exprimé publiquement, il y a 9 mois, j'ai parlé du fait que nous étions forcés de jouer à un jeu truqué, dont on ne pouvait pas partir, qui était trop confortable pour qu'on en sorte. Nous devions supporter les abus des dirigeants car nous n'avions pas d'alternative. Or, il se trouve que nous sommes en train d'en créer une. Il y a quelques mois, tout tournait autour de Gary Gensler, au point que j'ai dû rappeler qu'il n'était pas Papa Bitcoin. Maintenant, il est beaucoup plus facile de faire valoir cet argument car on voit que c'est Bitcoin qui dicte le comportement de Gary Gensler. Nous sommes en train de gagner, mesdames et messieurs, mais ce n'est pas encore fait et nous ne devons pas le prendre pour acquis. Malheureusement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de positif aujourd'hui, mais je pense que cette année, vous n'allez pas avoir besoin de moi pour vous remonter le moral, étant donné l'exubérance du secteur. Et j'ai remarqué que nous avons beaucoup plus de représentation politique cette année, ce qui est une chose merveilleuse et remarquable. Nous avons atteint le stade de la lutte où ils ne nous combattent pas, mais où ils essaient de nous séduire. Je ne veux pas parler trop longtemps de politique, donc je limiterai mon propos à ceci. Votez, mais ne rejoignez pas une secte. Les politiciens ne font pas partie de notre tribu. Ils ont leurs propres intérêts, leurs propres valeurs et leurs propres objectifs. Essayez d'obtenir d'eux ce dont vous avez besoin, mais ne leur faites pas aveuglément confiance, même si vous devez voter pour eux. Je voudrais cadrer la conversation de manière un peu différente, pour vous amener à réfléchir à la situation actuelle, à ce qui nous y a menés et à la direction que nous prenons. Il y a un court passage d'un livre que j'aimerais mentionner et qui, à mon avis, est assez évocateur. Le voici. Je crois que dans tous les pays du monde, l'avarice et l'injustice des princes et des États souverains, abusant de la confiance de leurs sujets, ont progressivement diminué la quantité réelle de métal qui était à l'origine contenue dans leurs pièces. Adam Smith, La richesse des nations, écrit en 1776. Nous n'utilisons plus de métaux précieux, mais ce genre de problème existe encore partout. Les dirigeants ont une grande influence sur nous, que l'on voit aussi sur Internet. Les problèmes d'Internet sont les mêmes que les problèmes du monde réel, car ils se confondent de plus en plus. Un système fondamentalement injuste a été construit tout autour de nous, par des administrations et des générations successives. Il suffit de regarder l'économie pour voir qu'il y a une concentration croissante des ressources entre les mains d'une quantité toujours moindre d'individus. C'est désormais la même chose pour la portée de la voix humaine. Cette concentration de l'attention apparaît sur toutes les plateformes, qu'il s'agisse de journaux, de médias audiovisuels traditionnels ou de réseaux sociaux. De plus en plus, les opinions minoritaires ne survivent que parce qu'elles sont autorisées par les censeurs. Elles sont en péril de manière permanente. Il suffit de voir les comptes en banque gelés des camionneurs canadiens et les étudiants de Columbia licenciés pour les propos qu'ils tiennent. Nous n'avons pas à être d'accord avec eux pour leur reconnaître le droit de mener une argumentation. Ils devraient être autorisés à persuader, à contester et même à perturber. Car c'est ce qui nous fait progresser, n'est-ce pas? Le désaccord et le débat. Si nous partons du principe que le système dont nous avons hérité est le meilleur possible et qu'il ne doit donc ni être contesté ni être changé, on est forcé de considérer le moment actuel comme un sommet historique. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. La vie est toujours difficile, malgré de nombreux privilèges, et en dépit des outils technologiques que nous avons à notre disposition. Toutes les choses positives dont on profite sont le produit du travail et des efforts de personnes ingénieuses. C'est un don fait à l'espèce humaine entière. Et le système construit autour de nous a été conçu pour extraire un maximum de valeur de ces dons au bénéfice des princes. Vous remarquerez qu'aucune des choses que j'ai mentionnées n'est vraiment technique. Mon propos est large, grand public. Mais j'ai peur que cela soit en train de changer. Et c'est pour ça que je voudrais vous avertir. Nos vies sont de plus en plus médiées par les écrans. On fait tout à travers des smartphones et des ordinateurs portables. Et le monde physique
a moins d'importance qu'il n'en avait auparavant. Mais pour pouvoir utiliser un ordinateur, l'allumer, naviguer, créer un compte, déballer un smartphone, le charger, l'utiliser, se connecter à un point d'accès Wi-Fi, il faut toujours cliquer sur OK pour continuer. Il faut accepter des conditions d'utilisation définies par quelqu'un d'autre. On est obligé d'obtenir une autorisation attribuée par des services qui ne répondent en réalité à personne. Facebook, Google et les autres ont abusé de la confiance de tout le monde. Le RGPD, la tentative de l'Union européenne de les contrôler, a été totalement ignorée. Le régime général de protection des données, censé résoudre tous ces problèmes, n'a pas fonctionné. L'amende de 4% du chiffre d'affaires n'a jamais été infligée. Et cela fait des années que le règlement a été promulgué. En pratique, peu importe qu'il s'agisse de gouvernements centraux ou d'entreprises, tous deux systématisent les technologies conçues pour organiser nos vies au profit des institutions. Dans certains cas, c'est souhaitable. Nous voulons pouvoir coopérer et collaborer. Mais c'est quelque chose sur lequel nous devrions nous mettre d'accord. C'est bien différent de cliquer sur OK pour continuer sans négocier. Aujourd'hui, sans passer par cette étape, impossible d'utiliser un iPhone ou un smartphone Android. Peu importe la marque, si on n'accepte pas leurs règles, on ne joue pas. Et cela devrait changer. Je parlerai dans un instant des progrès considérables réalisés dans le domaine de l'argent, qui expliquent l'intérêt soudain dont il fait l'objet. Les politiques comprennent qu'un nouveau centre de pouvoir est en train de naître. Mais en parallèle, il existe un nouveau champ de vulnérabilité qui s'applique à nous tous, y compris à ceux qui prennent la parole au cours de cette conférence. Je veux parler de l'intelligence artificielle. Je ne fais pas partie de ceux qui font des tirades sur Internet sur la sécurité de l'IA et sur le fait qu'elle va tous nous tuer. Ce que je souhaite, c'est que tous les modèles soient publiés sur Internet et qu'ils puissent être utilisés par tous. OpenAI, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une entreprise très fermée, veut tirer profit de vos propres données à vos dépens, sans vous donner accès à son fonctionnement. Elle ne veut pas que vous puissiez extraire ces modèles, les distiller, en exécuter un sur votre ordinateur à la maison ou bien sur votre téléphone. OpenAI veut que vous soyez forcé de passer par leur application payante, même si vous avez la capacité technologique et matérielle de faire fonctionner les modèles à domicile. La bonne nouvelle, c'est qu'il devient de plus en plus facile de mettre ces outils entre les mains du public et de les exécuter sur des machines personnelles. Je le sais, puisque j'ai passé l'année dernière à utiliser ces modèles moi-même à la maison. Vous pouvez le faire vous aussi avec des modèles open source. Par exemple, vous pouvez faire de l'imagerie générative à domicile, un peu comme Midjourney, sans les interfaces web. C'est 100% gratuit tant que vous avez le matériel nécessaire, et c'est de plus en plus facile à faire. D'ailleurs, dans le domaine des larges modèles de langage, Facebook, que je critique depuis des années, a eu une influence positive. Non pas par grandeur d'âme, mais parce qu'ils ont peur de se faire enfermer par leurs concurrents et de devoir les payer pour avoir accès à leurs services. Pour éviter ce problème, Facebook a décidé de distribuer à tout le monde des outils nécessaires pour éviter la formation d'un monopole qui pourrait être utilisé contre eux. Bien sûr, ils font ça par intérêt personnel et non pas par altruisme. Mais j'applaudis quand même Mark Zuckerberg, dont je ne suis habituellement pas fan. J'espère qu'il continuera ce qu'il fait, même si je sais que cela ne durera pas éternellement. Mais pourquoi parler de tout cela lors d'une conférence sur Bitcoin? C'est parce que les transactions Bitcoin ne sont pas privées. En 2024, c'est de notoriété publique, nous ne sommes plus en 2013 où l'on croyait que c'était anonyme et que cela servait uniquement aux criminels. La seule personne qui croit encore cela est Elizabeth Warren. La réalité est que les transactions Bitcoin sont permanentes, publiques et qu'elles peuvent être suivies et liées entre elles. Une grande partie de celles-ci sont déjà analysées, bien que ce n'ait pas été fait publiquement. Il suffit de savoir à quel moment les gens empruntent les rampes d'entrée et de sortie du réseau Bitcoin. Ces informations ont été accumulées par le biais des échanges centralisés qui ont dû obtenir des licences avec la finance traditionnelle pour opérer. Ceux-ci partagent des informations auxquelles ils ont accès en masse avec ce qu'on appelle les régulateurs, mais qui sont plus clairement décrits comme étant de grandes puissances. Ces échanges ne se concentrent pas sur le partage de ces informations avec le gouvernement des Barbades, mais s'ils craignent d'être inculpés par ces derniers, vous pouvez être sûr qu'ils leur enverront aussi les informations requises, et peut-être même en enverront-ils plus pour faire du zèle. Avant, il y avait une sorte de grâce salvatrice, parce que certaines parties de la chaîne n'étaient pas entièrement identifiées et vérifiées. On pouvait avoir des transactions privées en envoyant par exemple 5 $ à votre pote pour une pizza. On ne s'attendait pas à ce que tout soit identifié et consigné sur le réseau comme ça l'est aujourd'hui. À ce qu'on puisse savoir tout ce qu'on fait partout, tout le temps et pour toujours. Parce que lorsqu'ils ont votre historique de transactions, ils ont l'historique de votre vie. Ils savent ce que vous lisez, ce que vous achetez, à qui vous envoyez des fonds, qui vous soutenez politiquement si vous avez fait des dons.
Tout cela leur est accessible, et ils peuvent donc déduire votre façon de penser et vos affiliations. À la NSA, nous avions un nom pour ce genre d'information qui n'était pas le contenu d'un message, mais simplement le fait de savoir qu'un message avait été envoyé à quelqu'un à un moment précis. Selon moi, ce genre d'extraction de données est contraire à la Constitution, mais selon leur interprétation, cela n'avait aucun impact sur le 4e amendement car il ne s'agit pas d'une recherche, il ne s'agit pas de lire vos messages eux-mêmes. Il s'agit simplement de suivre un flux de messages. Le nom que nous avons donné à ces informations est métadonnées. Et ces métadonnées, une fois croisées entre elles, permettent de reconstituer un mode de vie. Elles peuvent être décrites simplement comme des logs d'activité. C'est ce qu'obtiendrait un détective privé en vous suivant toute la journée. Il ne serait pas assez près de vous pour entendre le contenu de vos conversations, parce que vous vous en rendriez sans doute compte. Mais il saurait que vous êtes entré et sorti d'un café à une heure précise, et que vous y avez rencontré une personne donnée. Cela lui aurait permis de connecter différents éléments, et de tirer des conclusions par rapport à vos actions précédentes. Par exemple, s'il vous avait vu au travail ou bien en train de faire des achats. Avec suffisamment d'éléments comme ceci, on obtient une représentation de plus en plus complète d'une vie humaine entière sans jamais avoir à demander de mandat. Jusqu'à présent, il était impossible de faire suivre tout le monde pour des raisons évidentes de coût. Impossible de passer au crible ces informations sans un analyste humain. Il est possible depuis longtemps de collecter automatiquement des métadonnées à travers les communications internet des cibles, mais il fallait jusqu'ici qu'une personne les étudie pour leur donner un sens. Les modèles d'apprentissage automatique vont changer ce processus. En fait, à mon avis, c'est déjà le cas. Ces méthodes sont déjà en développement et en test, c'est juste que nous n'en avons pas encore la preuve. Il est difficile de savoir quand cette technologie sera opérationnelle et comment elle sera appliquée exactement, mais il est illusoire de penser que cela ne sera pas le cas. Il n'existe aucune réglementation aux États-Unis, à ma connaissance, qui puisse empêcher cette évolution, et les agissements des agences de renseignement ne semblent pas préoccuper les gens. Nous ne parlons pas seulement de la NSA et du FBI ici, mais aussi de l'IRS, qui collecte l'impôt sur le revenu. Et cela concerne tous les pays, on ne parle pas seulement des États-Unis. Peut-être que ça ne vous dérange pas d'être espionné par les US, mais qu'en est-il de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran? Chaque gouvernement que vous n'aimez pas pourra désormais avoir accès à la vie de chacun, chaque jour, à chaque instant, sur un flux en direct interprété vitesse machine. Ils vont rapidement intégrer ces inférences dans un processus de prise de décision. C'est pour ça que j'ai mentionné les étudiants de Columbia et les camionneurs canadiens. Peu importe votre bord politique, si vous vous démarquez, vous allez devenir non normatif, ou plutôt anormal. Tout cela est susceptible de se produire assez rapidement. Probablement pas cette année, mais d'ici 3 ans, je pense que cela commencera à se faire à une certaine échelle. D'ici 5 à 10 ans, cela se fera de manière absolument régulière, routinière. Ils vont se servir de toutes les informations de transactions sur lesquelles ils peuvent mettre la main. Cela va commencer avec les grandes banques qui vont utiliser les données personnelles qu'ils ont déjà collectées. Ils se tourneront ensuite vers les informations disponibles publiquement, comme sur la blockchain Bitcoin. C'est idéal pour ces modèles d'intelligence artificielle, qui ont besoin de larges bases de données pour s'entraîner. Les agences de renseignement vont donc en extraire toutes les données qu'ils peuvent, et les mettre à disposition de ces nouveaux outils. Au début, ils demanderont des choses simples au modèle, à quoi ressemble une transaction normale, qui représente 95% du volume échangé. Ensuite, ils seront capables d'identifier des comportements anormaux ou étranges. Ces 5% de transactions inhabituelles seront réduits progressivement, jusqu'à ce que des rapports puissent être envoyés aux agences de renseignement pour les tenir informés en temps réel. Et ces agents vont avoir la possibilité d'appuyer sur un bouton, cliquer sur OK pour continuer, qui leur permettra de suspendre vos capacités à effectuer des transactions et à avoir une vie normale. Il ne s'agira pas seulement de Bitcoin, mais aussi de Visa, Mastercard, PayPal. Ça sera partout. Mettons que vous soyez abonné à un compte OnlyFans, ce qui est une chose courante, mais que les gens n'admettent pas parce qu'ils n'en sont pas fiers. Les institutions financières seront bientôt au courant et pourront choisir ou non de poursuivre leur association commerciale avec vous s'ils considèrent que c'est mauvais pour leur image.